Très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle émission de Jeunesse dorée que vous aimez tant. Amis de Innova, des lettres et des arts de Junior d'Afrique, de Kiff numérique, installez-vous et prenez ceci en apéritif. Oublier ta tendresse infinie. Merci maman, merci. J'étais loin si longtemps, loin de ma vie d'enfant. Maman, le temps me presse pour trouver tes caresses. Ma vie est bien vide sans toi. Non, non, jamais. Je ne pourrai t'oublier. Maman, maman, oh maman. Ma vie est bien triste sans toi. Non, non, jamais. J'aimerais tant revivre ma vie d'enfant, revivre les nuits d'orage où tu nous protégeais. C'est notre manière à nous par ici de célébrer les mères. Nous souhaitons vraiment une très bonne fête à toutes les femmes mères, voilà, du Bénin et de l'Afrique tout entière. Allez, nous allons passer tout de suite à la première manche de cette émission. C'est bien sûr Innova avec cette fois-ci Oriane. Vous êtes revenu toute requinquée? Oui, évidemment. D'accord, d'accord. L'autre aussi est là. Nelly Michaï, bonjour. Effectivement, je suis là comme d'habitude. Bonjour à vous, Habib, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Alors, la première manche tout de suite avec Oriane. Oui, tout à fait, Habib. Aujourd'hui, nous parlons de la couverture anti-feu. Les couvertures anti-feu inventées par Mac Glacier en 1990 représentent une avancée majeure en matière de sécurité incendie. Conçues en matériaux résistants à la chaleur comme la fibre de verre, elles permettent d'étouffer rapidement les flammes en coupant l'alimentation en oxygène. Faciles à utiliser, elles sont idéales pour les incendies domestiques et industriels. Récemment, des améliorations ont été faites et apportées rendant ces couvertures plus légères et plus compactes avec des versions équipées de capteurs pour une utilisation encore plus efficace. Depuis leur invention, ces couvertures sont devenues un outil indispensable pour la protection entre les incendies. Accessible à tous et facile à déployer, renforçant la sécurité dans de nombreux environnementaux. Dans de nombreux environnementaux. Voilà, d'accord. Alors, après la première manche, c'est la deuxième manche avec Nelly Michaï. Nelly. Tout à fait, c'est la deuxième manche avec moi et je suis sûre que tout à l'heure, Oriane voulait dire dans de nombreux environnements, n'est-ce pas Oriane? Eh bien, dans cette deuxième manche, nous partagerons avec vous le top 3 des meilleures innovations en Afrique durant ces 10 dernières années. Et ce classement-là, nous l'avons pioché tout simplement au détour des analyses et des rapports que nous propose l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, nous nous sommes également inspirés de publications technologiques et économiques. Les critères de sélection sont tout simplement diverses. Elles sont liées à l'impact économique qu'a produit ces innovations-là, l'impact social également, la durabilité, mais surtout, l'inclusion financière que ces innovations-là nous proposent. Et dans le top 3 du classement, nous avons la plateforme Twiga Foods, qui est une création kenyenne datant de 2014. Cette plateforme technologique-là a pour rôle tout simplement de mettre en contact les agriculteurs et les détaillants en Afrique, éliminant ainsi les intermédiaires et réduisant les pertes alimentaires. N'est-ce pas une innovation intéressante puisque la plateforme permet également, elle est également rattachée à une application qui permet de coordonner les commandes et les livraisons de produits frais tout simplement. En 2021, cette plateforme-là a levé des fonds pour s'étendre et intégrer davantage une approche technologique dans sa démarche d'approvisionnement. N'est-ce pas intéressant, Habib? Bien sûr, très intéressant. Très intéressant. Et ce n'est pas tout, Habib. D'accord, à la fin, j'ai quand même une question pour vous. D'accord. Et ce n'est pas tout, Habib. Comme je le disais, cette plateforme-là a été créée par deux nationaux de Kenya. Il s'agit de Grant Brook et Peter Ndonjo, tout simplement. Alors, Nelly Michaï, dites-moi, comment est-ce que on arrive à atteindre ce niveau de perfection? Alors, tout simplement en mettant à disposition des jeunes entrepreneurs et des jeunes innovateurs dans tous les pays d'Afrique des moyens financiers adaptés à leurs besoins, mais surtout des formations. Parce qu'il faut le rappeler, le Kenya est quand même dans le classement très sélectif de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui quand même se réserve le droit de classer chaque année ces pays-là qui donnent quand même les moyens à leurs entrepreneurs d'innover davantage. Et en top 2 de ce classement, nous avons Zipline, qui est une entreprise en réalité dont l'objectif est de fournir des fournitures médicales essentielles telles que le sang, les vaccins, les médicaments dans des zones rurales accessibles, difficilement accessibles. Et jusqu'à présent, Zipline a effectué des millions de livraisons en contribuant à sauver des vies dans des régions isolées. Son succès au Rwanda a conduit à son expansion dans d'autres pays comme le Ghana par exemple. Le projet est donc le fruit d'une collaboration entre 3 acteurs importants. Il s'agit de Keller Rinodo, William Zettler et Kinan Wirobek, tout simplement. Pour vous dire, cette innovation-là nous vient du Rwanda, Habib. Oui, mais très rapidement, avec vous, Nelly Michaï, dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré à travailler sur le top 3 voilà, des meilleures innovations? Des innovations. Oui. Alors, si aujourd'hui Innovar a décidé tout simplement de s'intéresser aux innovations en Afrique, c'est pour pouvoir susciter dans la communauté des jeunes aujourd'hui l'envie de faire comme ceux-là dont nous parlons aujourd'hui, pour pouvoir tout simplement avoir l'honneur que nous puissions écrire et parler de vous, chers jeunes, mais c'est également et surtout pour inspirer nos pays à donner les moyens à nos entrepreneurs de faire comme ces pays-là. Il s'agit du Rwanda et du Kenya dont nous avons déjà parlé, et on va parler de la tête d'affiche de notre classement. Il s'agit toujours et encore du Kenya qui était en 3e position tout à l'heure, et cette innovation-là date de 2007 pour dire combien de fois ils sont révolutionnaires. Alors, il s'agit de M-Pesa, qui est le fruit du travail entre une entreprise kenyenne dénommée Safaricom et une multinationale britannique tout simplement dénommée Vodafone. Cette plateforme propose un service de transfert d'argent et de microfinance par téléphone mobile. La particularité de ce service, c'est qu'elle est tout simplement accessible à toutes les couches. Et en 2021 déjà, cette plateforme comptait plus de 51 millions d'utilisateurs
actif, à travers 7 pays africains. Entre autres services, on retrouve également le transfert d'argent, les retraits, les paiements de factures et assurances via un simple téléphone. Elle se porte donc ici un porte-flambeau des innovations facilitant l'inclusion financière. Et ce sera tout simplement non, pour... ce ne sera pas tout, justement. Ce ne sera pas tout, justement. Pour le top 3. Pour le top 3. Voilà, ce sera tout pour le top 3. Et pour finir, en conclusion, Habib, si vous me permettez, cette innovation-là est à la première place, tout simplement. Vous me direz qu'il y a déjà des innovations du genre dans d'autres pays, mais en réalité, si elle est en tête de notre liste ce soir, c'est tout simplement parce que, je vous disais tantôt que la création, c'est depuis 2007. Donc, elle fait partie quand même des pionniers de ce type de plateforme. Et c'est pour cela que nous avons choisi de la placer tout simplement en tête de notre liste. Et justement, Nelly Mité, avant de vous laisser partir, c'est justement pour ça que j'aimerais vous poser la toute dernière question. Alors, vous qui avez travaillé sur ces innovations-là, tout à fait. Selon vous, quels sont les impacts, ou quel est l'impact que peuvent avoir ces innovations-là sur la communauté locale ou sur l'économie africaine? D'accord. Quand on prend par exemple notre deuxième innovation que nous avons présentée ici, qui propose tout simplement de rapprocher les services médicaux, par exemple rapporter des poches de sang, des médicaments dans des zones reculées, cela permet tout simplement de sauver des vies en clair. Et quand on prend notre tête d'affiche M-Pesa, qui est une plateforme quand même qui permet de faire des transferts, des transactions d'argent, de payer l'assurance, de payer les factures, elle permet tout simplement de faire des opérations même depuis chez soi et facilite un certain nombre d'activités. Et forcément, quand on prend la troisième innovation dont nous parlons tout à l'heure, qui est chargée, qui elle est une plateforme qui met en contact quand même les agriculteurs et les consommateurs, cette plateforme permet donc de réduire les coûts au niveau des consommateurs. Parce que si le consommateur et l'agriculteur sont directement en contact, il y a beaucoup de faux frais qui vont disparaître. Et suite à cela, c'est tout simplement le peuple et la communauté à la base qui sort bénéficiaire tout simplement. Merci beaucoup. Donc, ces innovations ont un grand impact déjà sur la population à la base, mais également sur l'économie surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Habib. Votre exposé. Alors, Oriane Tokpo, ce serait vraiment un péché de vous laisser partir sans vous poser une question, parce que vous avez participé à cette rubrique. Alors, si vous devez innover, Oriane, ce serait dans quel secteur? Santé, agriculture, finance, ce serait dans quel secteur? Si je dois innover, pour espérer faire partie du top 3 des années à venir. Je pense que, bien évidemment, ce serait dans le secteur santé. D'accord. Et pourquoi? Particulièrement ce qui a rapport avec les femmes. Enfants. Oui, les enfants et les femmes, bien évidemment. Donc, et pourquoi? Oui, tout simplement parce que j'aime innover dans ce secteur, surtout qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le monde auxquels on n'a pas encore trouvé de solution. Je pense que si je dois vraiment... Les couches vulnérables, elles font partie des couches vulnérables, les femmes et les Merci beaucoup, mesdames. Merci, Habib. Eh bien, aujourd'hui, on a parlé, si vous me permettez, Habib, du top 3 des innovations technologiques en Afrique durant ces 10 dernières années. Et Oriane, avec celle-là, avec laquelle j'ai toujours le plaisir de partager ce plateau de Innovar, elle nous a présenté l'innovation portant sur la couverture qui permet tout simplement d'éviter les feux domestiques, qui permet d'étouffer tout simplement et d'éteindre très rapidement les feux domestiques. Eh bien, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Innovar, c'est fini. Ma jeunesse dorée continue. Je reste convaincu que vous aviez vraiment conclu votre... Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup de me l'avoir. Bien à vous, Nelly Mité et Oriane Tokpo. Je vous souhaite bonne fête des mères. Des futures mamans. Des futures mamans, d'accord. Nous allons retrouver Harim qui est en veste et l'autre chroniqueur littéraire, c'est bien sûr Ibrahim. On va parler de poupées noires, mais poupées noires, ce serait une écriture et une analyse avec Cécile Avouniankou. Tout a un début et une fin.
toujours pour que ta fin soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tous tes bras dans ta main, tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Tu vois que tout laisse, non. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Mais non, ça t'a laissé d'être. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Le fils du ministre a été surpris par le remaniement. Le pointeur a perdu patience, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré du boss dans ailleurs, on l'a bras. Je te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours ton payeur. Aujourd'hui 10 000 est l'argent pour toi. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Tout laisse dans la vie, tout laisse. Regarde comment tout laisse là. Tout laisse. Voilà, ça t'a laissé. Chauffé. Kenzo, Cashman, et comment tu danses pour tout nous. Je dis c'est tout. Effectivement, merci beaucoup à José. Mais pour l'instant, notre amour pour la littérature et les arts est toujours là, ne nous laisse pas. Et c'est justement pour ça que les fidèles compagnons de littérature, je vais nommer Ibrahim Adamou et Harim Lassissi, sont déjà au rendez-vous pour vous, chers téléspectateurs. Bonjour, chers sieurs, messieurs. Bonjour Habib, bonjour à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent actuellement. D'accord. Bonjour Habib Bendeni, bonjour chers téléspectateurs. C'est encore un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin pour une nouvelle aventure littéraire. Cette fois-ci, ça sera une aventure dramaturgique, plus précisément. Nous sommes en plateau ici avec Cécile Avouy-Lancourt, à qui nous souhaitons la bienvenue. Bienvenue Madame Avouy-Lancourt. Merci d'être à nouveau encore des nôtres. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Mes poupées noires. Noires, donc qui a été une pièce de théâtre écrite par notre invité. Et la toute première question que je m'en vais lui poser, c'est qu'est-ce qui a été votre source d'inspiration pour écrire cette pièce de théâtre qui est un engagement pour un retour aux sources? Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous accueillir chez vous. Je dirais que la source d'inspiration, c'est la vie. C'est la vie, le quotidien de tous les jours qui m'a inspirée. Mais bon, ce n'est pas un quotidien retransmis platement. C'est un quotidien travaillé, recréé pour donner à voir ce qui est dans le livre. Alors, mais quand vous parlez de quotidien, il y a certainement certains éléments de cette vie de tous les jours que vous venez d'évoquer, de cette vie quand même qui... Oui. Voilà, de cette vie de tous les jours, quand vous parlez de quotidien, il y a certains éléments de cette vie de tous les jours, certains comportements peut-être au niveau de la jeunesse, au niveau de ceux-là qui vous entourent et que vous observez au quotidien, qui vous a certainement poussé à écrire cela. Quelles sont ces précisions que vous pouvez nous apporter quant à votre source d'inspiration? Comme je le disais tout à l'heure, ma source d'inspiration, c'est notre vie. Oui. Notre vie, et si vous avez remarqué, c'est notre vie à nous, Africains. Voilà. Et quand nous observons un peu ce qui se passe aujourd'hui avec la société, le développement technologique et cette société entremêlée, comme je le nomme avec beaucoup de plaisir, cette société entremêlée, quelle est la part
que nous, autres Africains, assumons de notre identité et que nous portons en face de la société qui est entremêlée. Qu'est-ce que nous apportons comme original, authentique, nous appartenant à nous? Merci beaucoup. Alors, il y a quand même, je voudrais vous, quand on prend par exemple le titre de cet ouvrage, on parle de mes poupées noires. C'est vrai que vous avez longtemps parlé de l'inspiration, de la source de votre inspiration, mais toujours est-il que je suis resté sur ma soif. Mes poupées noires. Pourquoi mes poupées noires? Quand vous entendez noir, vous voyez que c'est une répétition anaphorique, c'est une répétition, c'est une insistance sur le noir, pas pour dire que, bon, évidemment, la couleur noire est assimilée à tout ce qui est sombre, tout ce qui est caverneux, mais bon, non, c'est pour dire que oui, nous sommes noirs et nous l'assumons totalement. C'est pour ça qu'il y a cette répétition anaphorique. Et ce titre, je ne l'ai pas imaginé, je ne l'ai pas créé moi. Je l'ai pris dans le poème Lembe de Léon Gontran Damas, qui est dans le livre. Alors, tout à fait, en parlant de Léon Gontran Damas, il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants qui nous suivent actuellement. Et si on sait que vous avez fait un clin d'œil dans votre œuvre, qui est d'ailleurs votre première œuvre, vous avez fait un clin d'œil à ce grand homme, Léon Gontran Damas. Mais pour les étudiants qui nous suivent actuellement, que pouvons-nous retenir de façon symbolique ou de façon succincte de ce mouvement, le mouvement de la négritude? D'accord. Le mouvement de la négritude est un mouvement, d'abord c'est un mouvement littéraire de retour aux valeurs ancestrales, au programme en première, dans nos collèges et lycées au Bénin, dans nos lycées au Bénin, c'est au programme en première. Donc la négritude, comme je le disais tantôt, c'est le retour à nos valeurs ancestrales. Pourquoi est-ce que nous avons eu besoin, à un moment donné de notre histoire en tant que Noirs, de parler de retour aux valeurs ancestrales, de réhabilitation des Noirs? C'est parce qu'il fut un moment où nous, les Noirs, nous avons été écrasés, nous avons été détestés, nous avons été malmenés, nous avons été chosifiés par le passé et que nous-mêmes, nous ne connaissons aucune valeur qui soit. Donc, à un certain moment, après la table rase, où on a estimé qu'en tant que Noirs, n'ayant pas une écriture, nous n'avons ni culture ni civilisation, et que tout ce que nous avons, on nous l'a apporté, on nous l'a offert. Il a fallu des gens pour dire mais non, c'est totalement faux. Nous sommes Noirs, évidemment, nous avons subi l'esclavage, la colonisation et tout le reste. Nous avons été chosifiés, tués, déshumanisés, mais abusés, tout ce que vous voulez de criminels et de choquants pour une espèce humaine. Donc, malgré tout ça, nous sommes quand même des personnes normales, ayant une civilisation digne, une grande civilisation, et il faudrait que chacun à son niveau reconnaisse ça et puisse se réveiller avec une certaine dignité et qu'on arrête de se rabaisser, de s'écraser, d'avoir des comportements et de tenir des propos totalement déshumanisants au sujet du noir. Alors Cécile, dites-moi, comment est-ce que vous utilisez la métaphore par exemple pour illustrer la question de l'identité ou du concept de la négritude? La métaphore pour illustrer la négritude. Dans votre pièce. Parce que vous parlez de mes poupées noires. Donc, la métaphore dans le livre, mais en situation de classe, deux femmes, deux professeurs qui vont à un examen, le CAPES, et qui doivent passer une inspection. Et les deux femmes doivent passer l'inspection sur le sujet de la négritude, sur le coût de la négritude. Très bien. Mais voilà que les deux femmes sont dans deux postures très différentes. Il y a Ingrid qui a répondu à l'appel du capitalisme, qui s'est dépigmentée, qui aime beaucoup les perruques, qui s'habille à la française, qui est totalement extravertie. Et il y a l'autre qui est Yaïmé, qui est une personne très attachée à ses valeurs ancestrales, qui manifeste cette africanité, sa négritude, par sa peau qu'elle a
préservée par ses cheveux qu'elle porte fièrement, par son habillement, par sa connaissance de sa tradition, de ses valeurs, et qui les transmet et les partage. Très bien. Donc, ces deux femmes, dans cette situation, Oui. sont des situations qui peuvent se reproduire dans notre quotidien, où on confie des classes de première à des personnes qui sont peut-être très, très croyantes, et qui vont peut-être parler de leur religion en classe, qui sont dans une posture de christianisation des masses en classe, et qui détestent tout ce qui a rapport à notre tradition, à notre culture. Alors, la question que je me pose en opposant ces deux personnages, c'est comment est-ce que cette personne, dans une telle posture, peut véritablement faire le coup sur la négritude et faire passer le message. C'est ça. Alors que le désir du gouvernement, en instaurant ce cours, c'est d'aider les enfants à prendre conscience que nous avons des valeurs qu'ils doivent continuer à incarner pour que notre civilisation ne s'éteigne pas. Alors, tout de suite, vous étiez en train de dire, à juste titre, que vous avez pris vos personnages du monde scolaire. Nous avons Ingrid et Yayime, mais qui quand même sont des protagonistes aux allures nettement opposées. Et je voudrais savoir, est-ce que le mal du déracinement, puisque c'est un mal, touche plus les femmes? Parce que ce sont ces femmes-là que vous avez mises là devant le fait dans votre ouvrage. Est-ce que vous pensez, de votre posture également d'enseignante, que les femmes sont plus déracinées comparativement aux hommes? J'ai choisi des femmes parce que ce sont les femmes qui transmettent la culture, l'éducation. Ce sont elles qui sont toujours à la maison. Ce sont elles qui portent dans leur jupon les enfants tout le temps. Parce que les hommes, la plupart du temps, sont toujours partis. Ils sont au travail, ensuite ils sont en train de boire un verre, ensuite ils ont des relations sociales à entretenir. Et oui, les femmes travaillent, mais ce sont elles qui sont la plupart du temps avec les enfants. Excusez-moi, c'est ce que nous voyons autour de nous. Je pense que vous n'avez pas de plupart du temps. Voilà. Oui, j'ai dit la plupart du temps, je ne dis pas que, je dis de façon générale, que ce soit pour nos sociétés traditionnelles que les sociétés modernes, les enfants, la plupart du temps, sont avec les femmes. Et que ce sont les femmes qui portent l'éducation. Donc, si les femmes portent l'éducation, ça veut dire que ces femmes-là doivent être dans certaines postures pour pouvoir transmettre la culture que nous désirons. Mais je n'en ai pas fini avec ma question. Là, maintenant, vous venez de justifier le choix de ces personnages, de ces protagonistes. Et je n'ai pas fini de justifier. Elle non plus n'a pas fini. Je n'ai pas fini de justifier parce que je dis souvent que, il y a une grande partie du texte qui est autour de nos cheveux crépus que portait l'une des protagonistes et que l'inspecteur a un peu attaqué, alors que cet inspecteur, comme la plupart des hommes, cet inspecteur, comme la plupart des hommes, porte leurs cheveux crépus. Mais qui sont les personnes qui cherchent des artifices pour être plus belles? C'est nous. Cheveux frisés, cheveux tressés, perruques. C'est nous. C'est nous en réalité. C'est nous qui annihilons ce naturel en nous, qui trouvons les artifices les plus suicidaires pour paraître très civilisés, très assimilés. L'expression les plus suicidaires. J'aime bien l'expression. Nelly est en train de et les enfants autour de nous voient ça, font des choix. Et quand on dirait très bien que dans la société actuelle, quand vous n'avez pas assimilé, quand vous n'avez pas adopté ces canons de beauté, c'est que quelque part, vous n'êtes pas assimilé, vous n'êtes pas civilisé, vous n'êtes pas considéré. Il suffit de sortir, d'aller dans une réception. Oui, ça j'ai fait. Ce sont des expériences. Quand vous êtes bien teint clair, bien ciré, avec les mèches bien plaquées, c'est que vous êtes quelqu'un. Oui, vous êtes quelqu'un. Mais vous apparaissez cheveux crépus au vent et tout ça, c'est quelque chose aussi. Donc, ce sont les femmes qui sont les plus touchées, mais également ce sont elles donc qui transmettent cette culture-là, cette africanité à leur progéniture, aux enfants, puisque les enfants sont tout le temps avec elles. Mais les hommes également sont concernés.
Et si aujourd'hui vous placez vos personnages, vos protagonistes dans le milieu éducatif, c'est que quelque part, les enseignants ont sûrement un rôle à jouer dans le rétablissement de cette Afrique-là, dans sa culture, et plus particulièrement les enseignants de français. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre pour mener à bien cette mission. D'abord, je salue tous les enseignants. Je les salue parce que n'est pas enseignant qui veut. C'est ça. Donc, déjà, la mission de l'enseignant est une mission très coriace. Et en dehors de cette mission, il faut que le message que porte l'enseignant s'adapte à lui-même, l'identité qu'il porte. Et c'est la difficulté que rencontrent ici les deux protagonistes. Parce que Ingrid a une identité qui n'entre pas dans le message qu'elle doit transmettre. Oui. C'est complètement antinomique. Alors, donc, comment faire en tant qu'enseignant de français, ayant choisi de parler le français, oui, de le transmettre à nos frères et sœurs, de parler du retour aux sources. C'est très, très important. Moi, je trouve que j'aime beaucoup la négritude parce que c'est une chance qu'on nous donne, oui, de parler de nous, de notre histoire, de nos valeurs, de notre tradition. Et, oui, et d'inciter la jeunesse qui est obnubilée parce qu'ils voient la télévision, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de comprendre qu'en réalité, oui, je ne sors pas de nulle part, je ne sors pas, ma civilisation n'est pas sortie ex nihilo. Il y a quand même quelque chose de lourd qui sous-tend cette civilisation que je dois connaître. Donc, c'est une chance que les enseignants ont de français, oui, ont dans ce cours-là, de transmettre les valeurs, de leur montrer le quotidien des Noirs. Quels sont nos rites quand nous nous réveillons le matin? Oui, il y a des rituels. C'est par exemple, Léopold Sédar Senghor, en parlant de la négritude, a dit que quand il était élève, il y avait son professeur qui s'évertuait à lui dire: vous n'avez pas de civilisation, vous n'avez pas de culture. Nous vous apprenons tout, nous vous avons tout apporté. Et que lui, il se rebellait contre cette idée, contre cette conception qu'il avait, et qu'il se rappelait les jours du Djilor. Les jours du Djilor, quand on se réveille, il y a un cérémonial, les salutations, et que toute la maisonnée doit passer saluer son père. Et il prend des nouvelles. Et après ça, le rituel de préparation du petit déjeuner. Et que lui se rappelle de tout ça, il se dit, mais, et il se rebelle contre ce que dit le professeur. Il dit, mais non, ce n'est pas normal, oui, ce n'est pas possible. Karim Lassissi, c'est un plaisir. Karim Lassissi, on n'a pas vu passer l'heure. Allez-y rapidement, la toute dernière question, je vous le permets, oui, allez-y. On n'a pas vu le passer parce qu'on connaît Vous n'avez pas vu le passer. Alors, on va demander à Madame Cécile Avilancourt de nous donner lecture d'un passage, d'un bref passage. Voilà. Donc, est-ce que je peux lire sans mes lunettes? Juste une citation qui résume le concept de la négritude et du retour aux sources. Non, mais je vais bégayer parce que je ne vois pas bien. Je peux vous aider si vous trouvez la page. Si vous trouvez. Vous pouvez lire ça. Page 55, voilà. Donc, madame a oublié ses lunettes, donc je deviens ses yeux. Alors, griotte. Par mes cheveux que je porte fièrement, madame, avant on les cachait. Moi, je connais désormais mon panégyrique. Je suis Djeto Vi Simenou. Je suis Bayi. Moi, je connais le doux qui m'a vu naître. Ouais. Quand je l'ai demandé à ma mère, elle était très étonnée que je m'intéresse à ces choses. Moi, je suis adepte de Tronquedo Deka. Moi, je vais sans honte regarder une danse de Kovito. C'est ça. Je porte sans gêne des colliers de Vodunsi. Mes parents et moi visitons sans honte ni complexe le tradit thérapeute pour nous soigner ou allons chez le grand Bokono de Fa pour des séances de voyance. Et dans le lot, il y avait de ces élèves-là qui disaient « Assafroullah ». Sang de Jésus. Je pense qu'on va revenir vraiment sur ce fut vraiment un grand plaisir de théâtre parce que c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Merci Cécile, de m'avoir reçu. Merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Hein.
franchement, Merci pour la beaucoup. nation et pour des générations que vous avez déjà formées, et pour tout ce que vous faites pour la littérature béninoise et africaine au-delà de nos frontières. Merci beaucoup. Vous êtes une dame, vous êtes une femme, vous êtes l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. beaucoup, et bonne fête des mères. Merci à vous. beaucoup. Merci également Bonne à vous, fête des mères, à toutes les mères qui nous suivent. chers chroniqueurs littéraires, parce que vous revenez toujours avec du lourd. Merci beaucoup. On peut déjà avoir le scoop de la semaine prochaine. Ça sera une totale surprise. Merci beaucoup à vous. Nous allons retrouver la rubrique à l'affiche de l'excellence. C'est tout de suite. Tawa plomi no kiki Kamena nyonu weo Bolo ni nyonu nye desu Nka oda bititi Nunche bla unwe ache Baba God vidwe Wako nubo sisa Oh yeah 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 No bolo no mebi Ete nanzo bonye ton angolo Pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Balinya li bada bada chichena po. Do maybe menye when I stop my phone. Kadonde one day mi na po. Ka o David te bla unwe ache. Koto waya kiza. Puza ye nyanya si bezon cheme. David te bla unwe ache. Koto waya kiza. Puza ye nyanya si bezon cheme. Ano bolo no mebi. Ton angolo
Nous parlons d'une farine qui fait la mixture entre les fruits et les légumes. Et avec Madame Bernadette Amondo, on va en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors récemment, vous avez été nominé et vous avez gagné le trophée. On va y revenir. D'abord, parlons de la farine là qui offre beaucoup d'avantages à la population. Alors dites-moi, quels sont les effets positifs, je veux dire, observés au niveau des consommateurs de cette farine là? Bonsoir à tous, merci. D'abord, je commence par vous dire que je suis la promotrice des farines Diana. Et les farines Diana, c'est toute une gamme. Il y a des farines pour les bébés, pour les adolescents, pour les adultes, les personnes âgées. Là, je vais vous parler spécifiquement de notre farine de souchet, délice de souchet. Ce n'est pas que le souchet, c'est un mélange, mais c'est le souchet qui domine dedans. Alors, cette farine... Pour commencer, je vais dire, c'est l'OMS qui recommande ça. L'OMS dit que un homme qui consomme 30 grammes de souchet par jour est sûr d'avoir apporté à son organisme l'essentiel dont il a besoin pour bien fonctionner. C'est en quelque sorte un aliment de survie. 30 grammes suffit déjà pour vivre. Et le reste, c'est se bourrer le ventre. Du coup, le souchet, qu'est-ce que c'est? C'est un tubercule. C'est un tubercule qui est composé majoritairement de fibres. Et tout ce qui est fibre est bénéfique pour l'organisme. D'abord, c'est très digeste, c'est sans gluten et ça vous fait diminuer le taux de cholestérol. C'est bon pour ceux qui veulent régulariser leur glycémie. Et aussi, c'est un aliment qui vous tient rassasié. Du coup, quand vous prenez vraiment la farine de souchet, vous ne grignotez plus. Et c'est en cela que c'est un allié minceur. Merci. Alors, quelles sont les étapes cruciales pour garantir la préservation des nutriments pendant la fabrication? Puisque vous parlez de farine de souchet. Oui. Pendant la fabrication, quelles sont les étapes cruciales pour garantir les nutriments qui enrichissent l'organisme? C'est tout un processus et je ne vais pas vous étaler tout le processus ici, pas du tout. Mais nous avons les moyens de conserver au mieux les nutriments. Je ne vais pas mentir en disant tout aliment qu'on fait cuire perd toujours un peu de nutriments. Mais dans notre farine de souchet, vous avez vraiment le maximum, la quantité qu'il faut pour quand même vous maintenir en bonne santé. Pourquoi avez-vous choisi d'inclure le souchet, par exemple, dans votre gamme de farine? Parce que le souchet est un tubercule extraordinaire. Il nous faut ça. Je vais vous dire, vous savez, tout ce qui est fibre déjà, ça lutte contre les radicaux libres. Les radicaux libres qui sont à la base de plusieurs sources de cancer. Donc, dès que vous consommez le souchet, quand vous consommez régulièrement le souchet, déjà, vous éliminez tout risque de cancer. En plus, ça vous régularise la glycémie. Si vous n'avez pas le diabète, vous l'aurez plus en consommant régulièrement de souchet. Ah oui? Parce que ça a un indice glycémique tellement bas. Vous n'êtes pas obligé de sucrer ça. C'est un aliment qui est naturellement sucré, naturellement doux. Ça a un goût de noisette très agréable à consommer. Vraiment, je vous recommande de prendre la farine délice de souchet pour voir ce que c'est. Et comment observez-vous un peu l'engouement autour de la farine de souchet? Oui, nous avons remarqué avec joie que la population a accepté ça et ça sort très facilement, ça sort comme de petits pains. On en est très fiers et non seulement au Bénin mais aussi à l'extérieur. Nous envoyons à l'extérieur. Nos farines sont présentes en Côte d'Ivoire, les gens demandent ça en Espagne, en France, un peu partout et nous arrivons à exporter ça. Et comment comparez-vous cette farine par rapport à d'autres sur le marché?
Merci, monsieur le journaliste. D'abord, j'ai commencé par vous dire que les farines Diana, c'est toute une gamme. Par exemple, quand je prends la catégorie bébé, nous avons fait attention d'inclure dans notre farine les 5 catégories d'aliments nécessaires pour la croissance et le développement de l'enfant. Je les cite rapidement. Vous avez les fruits et les légumes, les graines et les légumineuses, et puis les produits d'origine animale. Du coup, quand un enfant qui consomme la farine Diana a déjà reçu ces 5 catégories d'aliments nécessaires pour sa croissance. Parce qu'une chose est de nourrir l'enfant, autre chose est de bien nourrir l'enfant, de lui apporter les minéraux, les vitamines, les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de son organisme. Merci beaucoup. Un mot de fin? Un mot de fin, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie tous ceux qui nous font confiance et qui consomment tous les jours les farines Diana. Je leur promets que les farines Diana, nous allons toujours travailler pour améliorer et pour toujours leur donner un bon produit. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la farine Diana d'essayer. C'est dans les pharmacies, c'est dans les supermarchés et que vous n'allez pas être au-dessus. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Bernadette Amodo. Merci, nous vous disons bon plein succès dans votre entreprise. Nous allons retrouver l'avant-dernière, je vais dire, de cette émission, c'est Junior d'Afrique. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es?
Nous sommes dans les entrailles de Junior d'Afrique. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. La première manche de cette rubrique, c'est bien sûr le bulletin, toujours avec Vanessa Zanon. Vanessa, bonjour. Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que tout le monde se porte bien. Le bulletin des informations éducatives, c'est avec vous. Bien sûr, on va démarrer par les informations à l'Université d'Abomey-Calavi à l'occasion de la journée de l'étudiant de la faculté des lettres langues, arts et communications FLAC. Le bureau d'union d'entités BUE de la dite faculté organise une sortie touristique sur la ville de Lomé au Togo. L'activité qui aura lieu le vendredi 31 mai prochain a pour objectif de visiter la capitale togolaise et d'autres lieux phares du pays voisin. Il faut noter que la participation à cette randonnée touristique s'élève à un prix forfaitaire de 7 000 francs, donnant droit au déplacement, l'accès aux divers jeux et aux concerts. Il est important de notifier que plusieurs lieux seront à contempler au cours de cette activité. Vendredi 31 mai 2024 à 12h30, c'est la date butoir qu'ont les jeunes béninois qui souhaitent présenter leur candidature pour la bourse Next dans les catégories Undergraduate Student, College of Technology Student et Specialist Training College Student. C'est une annonce de l'ambassade du Japon près le Bénin, effectuée le vendredi 24 mai dernier sur sa page Facebook. Pour rappel, les bourses MEX émanent du gouvernement japonais, lesquelles bourses sont accordées aux étudiants dans l'ensemble des disciplines sciences humaines et sociales, y compris les disciplines artistiques. Les conditions de participation, les critères, les profils et d'autres informations sont consultables sur le lien https://www.bj.emb-japon.geo.gp/itpr-bussie-béninois.html. En outre, le réseau Pamoja Éducation, avec l'accompagnement de ses partenaires que sont l'École normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle de Niamey et l'appui financier de la coopération suisse lance un appel à candidature pour la sélection des meilleures initiatives dans le cadre du concours champion de l'éducation. L'objectif est quand même d'encourager l'engagement et les efforts des acteurs et partenaires des systèmes éducatifs des pays bénéficiaires du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Et puis ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Vanessa Zanour. Sur la deuxième manche de la rubrique, nous allons parler des préparatifs pédagogiques aux examens scolaires. Et c'est avec vous toujours. Bien sûr, on a commencé par le dire la semaine dernière en période d'examen, la pression de réussir, le stress lié à la performance et l'angoisse de l'échec peuvent quand même parfois être source d'anxiété, de difficultés psychologiques pour les candidats. C'est pourquoi nous avons décidé d'aborder le sujet avec monsieur Ulrich Viouani, qui est non seulement psychopédagogue, mais également un éducateur. C'est bien ça? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Vanessa. Vous allez bien, j'espère? Très bien. D'accord. On va commencer rapidement. Déjà, j'ai bien envie de savoir quels sont les principaux facteurs liés de stress, liés aux examens de fin d'année et comment peuvent-ils quand même affecter la performance des apprenants? Merci, Vanessa. Nous allons commencer par écouter le passage d'un pédopsychiatre, Patrice Huer, qui décrit un peu ce que nous remarquons souvent. Nous pensons que lorsque, à l'approche des examens, les enfants sont stressés, nous lions ce stress à la peur de l'échec. Bien sûr. Alors, nous allons constater tout à l'heure que c'est pas vrai. Et Patrice Huer dit que la peur de l'échec n'est pas le motif principal du stress. Okay. Et que
le principal motif du stress est dû à un doute sur ses capacités à réussir, à une insuffisamment bonne image de soi ou encore à la peur de décevoir un entourage qui attend un résultat positif du candidat et éventuellement met une pression sur lui. Ok, je vois. Voilà, donc le candidat qui est stressé, c'est pas parce qu'il a peur de l'échec, mais à un moment donné, il a peur de sa capacité de donner de lui-même ce qu'il va donner pour réussir. Ou peut-être dans son entourage, il se dit, qu'est-ce qu'ils diront de moi quand je vais échouer? Et là, il ne pense plus aux examens, mais il pense plutôt à ce que les gens diront de lui. Et cette pression fera qu'il va douter de sa capacité. Et là, ça va réduire sa performance. Parce que, vous voyez, lorsqu'on est stressé, on est perturbé dans son équilibre. Il n'est plus équilibré. Et s'il n'est plus équilibré, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. C'est clair. Et dans ce cas, comment est-ce qu'il faut renforcer la confiance de soi de ces apprenants? Je pense que renforcer la confiance de soi, l'apprenant doit commencer déjà dès le début de la rentrée. Parce qu'il y a une préparation lointaine et il y a une préparation à court terme. Alors, c'est déjà au niveau de la préparation lointaine que l'apprenant doit savoir qu'il a un objectif. Donc déjà dès le départ, il a un objectif et il doit croire et penser que cet objectif doit être atteint. Alors, il croit qu'il va réussir. Ça, c'est le premier objectif. S'il croit qu'il va réussir, ça veut dire qu'il y a un but devant lui. Maintenant, mettre les ressources, les moyens pour réussir, c'est d'abord maîtriser son cours. Bien sûr. C'est d'abord reprendre chaque fois les exercices et ne pas paniquer. Bien sûr. C'est se donner aussi les moyens financiers, ça c'est du côté des parents, bien sûr, pour apporter leurs soins à l'enfant, l'aider à ne pas trop veiller, à manger de bonnes choses. Donc le soin corporel, le soin mental, tout cela pour participer à l'équilibre physique et psychologique de l'enfant. D'accord. Et quels conseils ou astuces efficaces pourriez-vous quand même donner à ces apprenants-là pour quand même gérer le stress avant et pendant les examens? Le stress, pour dominer le stress, je l'ai déjà dit, il faut la concentration. Et pour se concentrer, d'abord, il faut éviter les débats houleux, les débats inutiles, pour bien se concentrer. Il faut avoir également une écoute attentive. Déjà dès le début des cours, une écoute attentive, une observation. L'élève qui n'observe pas ne peut pas travailler dans les sciences. L'élève qui n'écoute pas le professeur ne peut pas apprendre, de retenir, parce que pour faire le par cœur, il faut d'abord comprendre le cours. Bien sûr. Il faut d'abord comprendre le cours. Donc, pour une bonne concentration, l'élève est obligé d'abord de suivre l'enseignant en classe, après reprendre l'exercice de la classe et participer aux activités, c'est-à-dire les activités, les TD de l'école, les exercices personnels de la maison. D'accord. Et est-ce que, à votre avis, existe-t-il des ressources ou des structures d'aide disponibles pour les apprenants qui rencontrent des difficultés psychologiques pendant la période des examens? À mon avis, il n'existe pas une structure spéciale pour accompagner les apprenants en cas de difficultés psychologiques lors des examens. Néanmoins, je sais que quand nous venons dans un centre d'examen, il y a quand même l'infirmerie qui est là et qui est chargée de prendre certains cas lorsqu'ils sont en difficulté, s'ils sont malades ou pas. Donc, on peut gérer. Peut-être, et maintenant, lorsqu'il s'agit d'un cas qu'il faut accompagner, je pense que les structures ne sont pas en place, mais on va les orienter. D'accord. Vous avez commencé par le dire tout à l'heure avec la responsabilité des parents. Comment est-ce que les enseignants ou même les parents peuvent-ils contribuer positivement à la préparation psychologique des apprenants pour les examens de fin d'année? Ça, c'est important. Nous avons remarqué souvent que c'est à l'approche des examens que
qu'on met souvent la pression sur les apprenants. Bien sûr. Ce qui n'est pas, avec les révisions. Les révisions, bon, c'est le moment de rassurer l'enfant qui déjà dès le début a pris les études au sérieux. Alors, le parent à côté de son enfant doit pouvoir le rassurer en lui disant simplement que l'élève moyen doit pouvoir réussir. Vous voyez, la période des révisions, c'est une période où les enfants cherchent des épreuves partout et traitent. Alors que nous savons bien que parfois on tombe sur des épreuves où il y a des erreurs. Bien sûr. L'élève moyen qui a appris par exemple une épreuve d'un concours et est coincé, il sera paniqué. Il va se demander si cela arrive à l'examen. Et on voit même des enseignants qui donnent parfois des épreuves qui collent l'apprenant à quelques jours des examens, ce qui fait que l'apprenant se demande qu'est-ce qu'il connaît pour aller se composer. Je pense que ce qu'il faut pour l'aider l'apprenant, c'est de lui donner ce qu'il peut avoir pour réussir à son examen. L'élève moyen doit pouvoir réussir, donc rassurer les enfants, éviter que l'enfant veille trop à la maison et soutenir l'enfant dans cette difficulté et apporter lui le soin qu'il faut et l'hygiène qu'il faut. Et je pense que s'il ne tombe pas malade et qu'il est serein, il pourra réussir facilement. D'accord. Vous qui êtes éducateur, quels sont les outils et les méthodes pour améliorer la concentration et la mémorisation lors de la phase de révision? Une étape très importante. C'est vrai, c'est une étape très importante pour l'apprenant. Mais nous devons savoir que, vous voyez, tout à l'heure, nous avons commencé par les écrits de Patrick Huer. L'apprenant qui n'a rien fait et qui pense que c'est vers la fin qu'il va jongler les révisions et réussir, ne pourra pas réussir. Donc, je dirais simplement que celui qui déjà dès le départ avait commencé par travailler, de ne pas se paniquer, il reprend simplement les devoirs, les exercices, les TD de l'école, il a le minimum pour réussir. Il a le minimum pour réussir. Tout ce qu'on donne, c'est déjà vu en classe. Je voudrais intervenir. Est-ce que vous accordez une place importante aux pauses et aux loisirs dans le processus de révision? Nécessairement. Nécessairement, parce que déjà dès le début de la rentrée, l'apprenant doit avoir un planning personnel. Et dans ce planning personnel, il sait déjà quand il travaillera, quand il va se reposer. Donc, à l'approche des examens, il fait comme s'il n'a pas d'examen. Il se comporte comme si il allait en devoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que pendant ces révisions-là, qu'un apprenant peut être surmené et comment on peut l'éviter? Il y a des signes. Et je vous donnerai un exemple. Par exemple, la semaine passée, moi, j'ai discuté avec un élève de la 3e qui est coincé devant une épreuve de mathématiques. Et déjà, il fait la première question, la deuxième question, la troisième question, il est coincé. Il est affolé complètement. Il est paniqué. Et quand j'ai pris l'épreuve en même temps, j'ai vu que c'est un concours. Et je l'ai rassuré que ça là, d'aller dormir, on ne peut pas donner ça. Vous voyez? Il dit, tu es vrai? J'ai dit oui. Vous voyez? Donc, il peut. Donc, il faut rassurer l'enfant. Il faut rassurer l'enfant que de ne pas se paniquer. Maintenant, si c'est un enfant qui n'a pas appris et qui jongle, c'est sûr qu'il va se paniquer. Puis à un moment donné, il va se dire, je vais échouer. Mais les parents ont investi. Là, quand tu es dans ce schéma, tu ne peux pas te maîtriser. Quel comportement l'apprenant doit adopter pendant les épreuves orales et sportives pour maximiser ses performances? Bon, je pense que pour maximiser ses performances, les épreuves orales et sportives, je pense que c'est après l'écrit. Oui. Souvent, après l'écrit, l'élève sait déjà à peu près là où il se trouve. Il se trouve. Pour les épreuves sportives et orales, souvent nous n'avons pas l'habitude de les considérer. Mais ceux qui sont un peu conscients continuent de lire leurs cours. Je sais que c'est au niveau du sport, on n'en fait pas. C'est le jour là qu'on commence à faire. Mais il serait bon
de commencer par habituer nos enfants, même après l'écrit, de continuer à travailler sur ces épreuves. Et le jour même de l'examen, comment l'apprenant doit se comporter? Le jour de l'examen, d'abord, l'apprenant doit se comporter comme si c'est un jour ordinaire. S'il n'a pas l'habitude de manger le matin, avant 10 heures, qu'on ne le précipite pas à manger avant 10 heures. Il fait comme si il va au cours. Et il fait comme si c'est un jour ordinaire. Et les parents doivent savoir que c'est déjà la veille qu'on doit contrôler les outils que l'enfant doit utiliser en classe quand il va à l'examen. S'il change de tenue, on doit vérifier si il n'a pas oublié peut-être sa carte d'identité dans sa tenue ou ça c'est dans le sac. Donc si on veille sur ça, je pense que l'apprenant ne sera pas stressé avant d'aller se composer, Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur Ulrich Viwani. Ce sera votre mot de la fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce moment de partage. Très bonne chance par anticipation à tous les candidats du certificat d'études primaire CEP qui vont plancher pour les épreuves la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Mais avant de vous laisser partir, Vanessa, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour inspirer les candidats de genre? J'avoue que je n'en ai pas. Oui, pour vous, par exemple, quand vous étiez en train de réviser pour l'obtention de votre baccalauréat, votre BPC. J'avoue que c'était pas trop stressant parce que moi, je m'amuse déjà beaucoup. Donc, c'était pas trop stressant. Si vous êtes sûr que vous avez bien révisé, je pense que vous avez toutes les chances de votre côté pour quand même réussir. Mais n'oubliez pas de réviser au moins chaque matin avant de vous présenter dans la salle d'examen. Merci beaucoup, Vanessa, merci bien. Alors, chers candidats, il ne s'agit pas de faire confiance à un bic magique, ni à passer toute sa période d'examen dans des temples d'église ou à prier en un point terminé. Il faut réviser, suivre nos conseils. La chance est déjà de votre côté. Nous allons poursuivre cette émission avec la toute dernière rubrique, c'est Kiff numérique. Jacobele Maïsis. Je savais que tu étais parfaite. Partout na boison, et qu'elle a le bon choix. Bala Marie-Hélène, Madame Moya, Nalela yo maele, Nagino Moya, Mobalino, Marie-Hélène, Oyo Nalinga chérie. Francis Kakonde, Marilyn Kakonde. Zolando Fuso Willy. Yo Willy yo. Aaron Mukoka leader. Yagi Noël Ngoya. Ogi ne mère du plan. Joujou Joli Bakanja. Feli Tyson. Moussa Kansai Swagman. Christian Miss Oré Babou, Sultani Suleiman, Christian Kadji, Etienne.
Nous sommes dans la toute dernière rubrique de cette émission. C'est la rubrique, bien sûr, du pasteur et de Madame l'Église. Madame l'Église. Alors, Sonia, comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, Habib. Vous n'avez pas bonne mine, hein? Ça va, je vais super bien. Le soleil s'est éteint? Non, ça va. Il brille toujours? Toujours, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, justement. En face, j'avais dit que vous êtes une religieuse, voilà. En face de vous, voilà l'autre aussi qui est tout souriant. Maurice? Bonjour, Habib. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de sujets qui risquent d'effrayer la chronique. Vous allez devenir, votre rubrique va devenir virale, hein, donc faites attention. Ah oui. Alors, nous parlons de monétisation éthique. Voilà, monétisation et éthique. Qu'est-ce qui a inspiré ce sujet déjà d'abord? Alors, on avait commencé une série, même si ça ne se voit pas, où on s'attardait beaucoup plus sur la création de contenu ou sur les créateurs de contenu. Et d'ailleurs, même dans l'émission précédente, on avait parlé de comment un créateur de contenu peut mettre en place sa ligne éditoriale dans l'art culinaire. Donc aujourd'hui, maintenant, on aimerait poursuivre dans cette dynamique-là, mais en parlant plus aujourd'hui de monétisation et de questions d'éthique surtout, parce que c'est dans ce milieu-là de la création de contenu, il y a souvent des problèmes d'éthique qui se posent. Les créateurs de contenu parfois sont amenés à dépasser les bords et ils font un certain nombre de choses dont on aimerait un peu parler aujourd'hui dans notre rubrique. D'accord, allez-y. Super, merci beaucoup. Alors, la création de contenu, généralement, ça nous amène à... cela va de soi, hein, à créer du contenu, à prendre la parole, à prendre position sur des sujets. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans notre environnement, il y a des créateurs de contenu qui se distinguent. Je citerai en exemple la Chichi, par exemple, Dio Yono, Gestapo. Vous allez passer au service commercial, hein? Doucement, vous en êtes conscient? Doucement, on n'en est pas encore là. Et ce que j'aime bien dans sa création de contenu, il est en langue nationale. Et ça fédère beaucoup de personnes. On a également la testeuse dont on avait parlé dans l'émission précédente, Gaël Bagidi, Assel Méry, Jojo le comédien, etc. Mais ce qui les distingue surtout, c'est qu'ils arrivent à faire de ce travail-là leur gagne-pain. Ils gagnent de l'argent. Et on va un peu faire un petit rappel, puisqu'on en avait déjà parlé, pour ceux qui n'ont pas suivi avec Sonia, on va faire quelques petits rappels de leurs techniques qu'ils utilisent pour gagner de l'argent avant de revenir sur le sujet de l'éthique. Alors, il faut dire que parmi les moyens que ces créateurs de contenu utilisent pour générer de l'audience, on a par exemple des publicités, également des abonnements, des partenariats, et également on peut, comme moyen, il y a la chose là qu'ils utilisent, des services, voilà. Ils font des ventes de produits digitaux ou d'autres services afin de traîner, en tout cas, beaucoup plus de vues et une grande audience derrière eux. Donc, c'est un peu les moyens qu'on peut citer. On va plutôt gagner de l'argent. Bon, pour gagner de l'argent. Mais surtout pour gagner de l'argent. Transformer ça en monnaie sonnante et trébuchante, leur présence en ligne. Mais le truc, c'est le problème qui se pose souvent dans cette quête de revenus, on le fait parfois au détriment de l'éthique et de l'intégrité du contenu. Et dans le domaine de la création, dans le domaine des créateurs de contenu, avoir une éthique revient à se doter de principes déontologiques pour produire des contenus de manière intègre et responsable. Mais ce à quoi on observe ou ce à quoi on assiste le plus souvent du temps, c'est que ces règles-là ne sont pas souvent respectées ou certains créateurs de contenu n'en ont même pas. Donc, avez-vous déjà eu connaissance ne vous inquiétez de créateurs de contenu confrontés au dilemme? On est là pour en parler. On est là pour en parler avec nos téléspectateurs. J'ai l'impression qu'il est pressé. Oh, d'accord. Je vous écoute religieusement. L'évangélisation ira jusqu'au bout. Alors, avec Sonia, on va explorer un peu quelques problèmes éthiques auxquels, sûrement, vous avez été déjà confrontés dans la création de contenu avec nos créateurs de contenu. Avec Sonia, est-ce qu'on peut déjà découvrir le sujet à votre école? Bien évidemment, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais il y a de ces créateurs de contenu qui, quand vous regardez leur contenu, vous verrez qu'ils font des publicités
ou carrément des... C'est ça, des publicités déguisées. Par exemple, ça peut être un produit, et ça peut être un produit sanitaire, ça peut être n'importe quel autre produit, qui, bien qu'ils sachent que cela n'est pas recommandé, ils trouvent quand même des astuces pour convaincre leurs abonnés que ce sont des produits très adaptés qu'on pourrait utiliser. Et pour citer un exemple de produit, par exemple, je connais un des influenceurs dont je ne veux dire le nom, et qui par exemple décide de faire la publicité de, comment on appelle, des tétines, alors que les tétines, nous savons qu'en partie des plastiques qui sont utilisés pour fabriquer ces tétines-là ont une influence sur la santé des enfants, par exemple. Mais ils font la promotion, c'est également des publicités de Wanisbet qu'on peut citer, que les gens placent. Attention. Bon, c'est... Attention. Attention. Alors Sonia, je crois qu'on va... Nous n'avons pas cité ça. On va y aller tout comme si nous sommes dans un roman, donc faites comme si nous n'avons pas cité, on n'a pas cité ça. Bon, d'accord. On n'a pas encore cité. Alors, par rapport au premier problème qu'elle évoquait déjà, pour faire simple, c'est le placement de produits déguisés. En réalité, le créateur de contenu, il fait une vidéo dans laquelle il ne vous dit pas qu'en réalité, le produit qu'il essaie de vous montrer dans la vidéo, que c'est un placement de produit, qu'il a été payé pour vous vendre ce produit-là dans la vidéo. Bien sûr. Le problème que ça pose, c'est que les utilisateurs ou les abonnés vont croire que, en fait, ce produit qu'il met en avant dans cette vidéo-là, que bon, c'est un produit anodin, qu'il n'y a aucun problème. Mais ça biaise en fait la question de la confiance. Ça pose un problème de confiance. Oui, si je suis un abonné, je vous suis et je regarde vos contenus et je vois que vous avez utilisé de l'alcool, une boisson particulière, un produit dans votre vidéo, j'aurais tendance, parce que je vous fais confiance, à aller acheter ce produit-là. Bien sûr. Mais l'idéal, ce serait que ce créateur de contenu précise que lui, derrière, il a reçu de l'argent pour promouvoir ce produit dans cette vidéo-là. Et comme ça, le jeu est bon. Je suis au courant. Mais est-ce que ce n'est pas le corbeau et le renard? Tout flatteur dépend de celui qui le coûte. Voilà. Mais non, en fait, le problème ici, c'est un problème d'éthique, c'est un problème de confiance. Et c'est important aujourd'hui, au regard de la loi, de préciser que, en France déjà, cette loi-là existe. Quand tu ne le précises pas dans ta vidéo, que c'est une vidéo promotionnelle, que c'est une vidéo dans laquelle tu promouvois un produit en particulier et que tu as été payé, il y a une amende qui tombe sur toi et qui peuvent aller même à des années d'emprisonnement. Donc, c'est important de le préciser. Voilà un peu un premier problème d'éthique qui se pose. Et nous, nos créateurs de contenu dans nos environnements ici, ne le font pas souvent. Est-ce qu'il a une ligne éditoriale, éthique que le créateur de contenu devait suivre? Je pense que la dernière fois, on en a parlé. Voilà. On a longuement parlé de la ligne éditoriale. Et on a vu que la ligne éditoriale respecte 7 règles au total. Et la ligne éthique. La ligne éthique. Exactement. C'est là où on en revient par rapport aux règles d'établissement en fait d'une ligne éditoriale. On avait évoqué parmi les règles qu'il faut déjà reconnaître ses valeurs. Dans sa ligne éditoriale, il faut inclure ses valeurs. À part ces valeurs, il faut également définir les sujets sur lesquels on prend la parole. En tant que créateur de contenu, il n'est pas, je vais dire, intéressant de prendre la parole sur tout et n'importe quoi. C'est ce qui amène, par exemple, même pour de l'argent, même pour de l'argent, il faut se retenir. C'est là où il faut, en tant que créateur de contenu, avoir ses propres principes déontologiques, ses propres principes éthiques. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'on va encore poursuivre par rapport au problème éthique qu'on rencontre. Il y a encore un second problème, c'est l'exploitation des données personnelles. D'accord. Voilà. Allez-y très rapidement parce qu'on a 4 minutes. Ok, à part l'exploitation des données personnelles, on peut également parler des contenus à caractère choquante et tout ça, problématique, parce qu'aujourd'hui on voit quand même certains influenceurs ou bien des producteurs de contenu qui produisent des contenus qui ne sont pas vraiment adéquats, ils ne tiennent pas compte de leurs valeurs
Et ça, c'est pour toujours susciter de petits problèmes entre créateurs ou susciter beaucoup de choses. À titre d'exemple, actuellement, ça fait le buzz sur la toile. Ne citez surtout pas une institution ni voilà, un créateur de contenu de peur que nous soyons assignés. Non, pas du tout. Il n'y aura aucun problème. Je peux citer ça sans souci. Il s'agit aujourd'hui du jeune Nicapol, qui vit aux États-Unis et qui est un créateur de contenu, qui est ivoirien et qui a lancé un concept sur TikTok qu'ils ont même nommé Quilolo. Et c'est un live qui réunit Quilolo, voilà, je répète encore Quilolo, où il invite en fait, dans ce live-là, bon, il y a des femmes qui viennent en tenue pas très recommandée, bouger, danser, je pense que voilà. Ça doit ressembler et c'est bizarrement ce live-là, par exemple, est le live où on a eu le plus de personnes réunies, plus de près de 60 000 personnes viennent suivre ce live-là. Ça, par exemple, comme quoi le sexe, ça fait vendre, ça vend beaucoup. Voilà, surtout le sexe de la femme, hein, parce que ça pose un problème d'éthique en fait. C'est là où on en revient. Oui, bien sûr, parce que ça ne met pas en valeur la femme. Aujourd'hui, on parle de féminisme, on parle de valeur des femmes. Il faut défendre la femme, mais ce genre de contenu, par exemple, ne sont pas de nature à mettre en valeur la femme, à redorer l'image de la femme. Ce qui est important, il faut que les femmes aussi sachent qu'elles ne sont pas des objets et tout ça. Oui, mais vous êtes là pour sensibiliser. Bon, après tout, ce qui me pose encore problème, le jeune en question n'a que 15 ans ou 16 ans, hein, il n'est même pas encore majeur. Est-ce que ce n'est pas un génie qui, c'est pas son génie qui s'est exprimé? Le génie du mal, on va dire plutôt. Alors, on a encore un autre problème éthique aussi, c'est le non-respect des droits d'auteur. Le non-respect des droits. Nous n'avons que une minute pour en parler. Maurice a toujours la parole. Non, je laisse Sonia en parler. Pour en parler. Je laisse Sonia en parler. C'est intéressant ce sujet. Franchement, des droits d'auteur. Non, éthique, déontologie, monétisation et tout. Voilà. Bon, les droits d'auteur ici, moi je vois beaucoup plus des plagiats. Et également les personnes qui font recours aujourd'hui à l'intelligence artificielle, si je peux le citer, moi ça c'est tellement revenu là-dessus. L'intelligence artificielle. Oui, parce qu'il y a des producteurs de contenu qui font recours c'est créé et ils ne le disent pas. C'est très important de dire à votre public que vous avez fait recours à un moment à l'intelligence artificielle pour qu'ils sachent que ce n'est pas une idée originale venant de vous. Je suis d'accord. Donc, il y a ce problème-là également. Pour une fois, vous m'avez convaincu. Alors, il y a encore d'autres problèmes. Hein. On a par exemple également la désinformation ou les fausses informations, les fake news. Oui. Pour faire du sensationnalisme, on va être amené souvent à utiliser des contenus, à divulguer de fausses informations juste pour avoir du buzz et tout et vendre un produit. En l'occurrence, on a un influenceur ivoirien qui s'est retrouvé en prison à cause de ça. Je ne vais pas citer son nom. Et puis, on a également le public des mineurs. Voilà, qui sont confrontés, on crée des contenus, voilà, bon, je vais m'en arrêter là. Auriez-vous, par exemple, des exemples de bonnes pratiques déjà qui vous ont convaincu? C'est en guise de conclusion également. Ce sera votre moment. Oui. Au final, en fait, chaque créateur... C'est 10 secondes. Au final. Oui. Au final, les rires aussi font partie des secondes. Ses propres principes déontologiques en fonction de ses valeurs et de sa ligne éditoriale. Mais cultiver une relation de confiance avec sa communauté passe par le respect de certains standards éthiques fondamentaux. Il faut certes gagner de l'argent, mais il faut gagner de l'argent tout en respectant ses valeurs morales. Je crois que je vais finir. Non, je crois que je vais répéter ce que Maurice a dit. C'est vrai, on veut gagner de l'argent, mais à côté, il faut respecter l'éthique professionnelle. Et je pense que c'est ce que nous faisons sur ce plateau d'ailleurs. Nous travaillons à respecter l'éthique professionnelle. Donc, il faudrait que les créateurs de contenu fassent de même pour respecter et rester en adéquation du moins avec leurs valeurs. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Ce sera tout pour Kiff Numérique. La parole. Vraiment, pasteur, vraiment. Merci quand même. Merci Maurice. Merci également à vous. Je vous fais l'honneur d'ailleurs de conclure cette émission. Je pense qu'on ne va pas terminer cette émission sans dire bonne fête à toutes les mères. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la fête des mères. Et donc, c'est terminé. C'est terminé. Ça fait à mardi prochain. Merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés pour ce numéro. Au revoir. Au revoir.